Faire. Bon, je vais voir. Donc, bonjour à tous. Donc, comme Xavier l'a dit, je m'appelle Erwan Métayer. Je suis actuellement en postdoctorat entre l'Université du Mans et l'Université de Sherbrooke, respectivement au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans et au CRASH. Je ne vais pas présenter mon sujet de postdoctorat, il est un peu trop nouveau, les résultats ne me plaisent pas encore assez pour pouvoir les présenter à plein de gens. Par contre, j'ai soutenu ma thèse il n'y a pas longtemps. Et je vais vous présenter le gros des travaux qui ont été effectués pendant la thèse. Alors, je vais juste commencer la présentation par une phrase tirée d'un rapport de l'UNSPQ qui nous dit que 125 millions de personnes en Europe sont exposées régulièrement à des bruits qui dépassent 55 dBA. On peut voir ici sur ce graphique-là que ces bruits sont principalement générés par le trafic routier. Et des bruits d'un tel niveau peuvent avoir pas mal de répercussions sur la santé, notamment ça va pouvoir faire provoquer pas mal de soucis, notamment de la fatigue, des pertes d'heures de sommeil, jusqu'à aller à des pertes d'années d'espérance de vie. Ces types de sources peuvent être de plusieurs natures. Elles peuvent être, enfin, les sources qui provoquent ces bruits, excusez-moi, peuvent être de plusieurs natures, ponctuelles, par des points de force ou des moments, surfaciques ou provoquées par des sources acoustiques, ou encore magnétiques, aérodynamiques, etc., etc. Donc il y a un besoin, finalement, d'étudier ces sources, et la majorité de la littérature, elle se concentre sur les sources dites stationnaires. Et on a relativement peu d'études qui portent sur les sources instationnaires. Alors, des sources instationnaires, je vais vous en donner quelques exemples. Ici, on a le roulement d'un pneu sur une route. On a ici, par exemple, sur une maquette d'avion, des traînées aéroacoustiques, ou encore des sources issues de frottement. Donc là, par exemple, celle d'un essuie-glace sur un carreau. Et pour pouvoir caractériser ces sources, on va devoir faire des mesures. Et pour pouvoir faire des mesures, il y a divers instruments qui existent. On peut avoir, par exemple, des jauges de déformation ou des capteurs piézoélectriques qui se collent soit directement sur la structure, soit qui peuvent être sur le dispositif d'excitation. Et ces sources, ces capteurs, eux, vont fonctionner de manière ponctuelle, c'est-à-dire uniquement au point où ils sont appliqués. Pour pouvoir étudier sur un large champ ces types d'excitation-là, il va falloir soit en coller plein, soit caractériser cette force sur toute la surface. Et pour ça, on va pouvoir utiliser des problèmes inverses. Alors, un problème inverse, c'est l'inverse d'un problème direct. Un problème direct qui consisterait à partir des causes, donc c'est-à-dire de la force, pour obtenir les conséquences, c'est-à-dire la vibration, puis après la nuisance. En problème inverse, c'est le contraire. On va partir directement de la nuisance, de l'effet qu'on observe, donc de la vibration, pour revenir à la force. Pour pouvoir caractériser, du coup, sur un large champ, avec des problèmes inverses, il va falloir réaliser des mesures en tout point. Ces mesures-là, ces excitations-là sont typiquement pas répétables. Donc, pour pouvoir les caractériser, il va falloir mesurer tous les points de la surface qu'on va chercher à voir d'un seul coup, c'est-à-dire effectuer des mesures synchrones ou des mesures plein champ. Donc, les mesures plein champ, il en existe plusieurs types qu'on peut classer en deux grandes familles, les mesures non interférométriques et les mesures interférométriques. Alors, les mesures non interférométriques, je pourrais citer par exemple la stéréocollisation d'image, qui consiste avec deux points de vue à suivre un moucheti. Donc, c'est des petits dessins qui sont sur une structure. Au moment où l'objet va vibrer, ces points vont se déplacer. On va pouvoir les suivre avec les deux caméras et remonter au déplacement de la structure. Une méthode qui va être bien connue dans ce laboratoire, c'est la déflectométrie. On va pouvoir suivre la réflexion d'une grille à travers une plaque ou un objet qui va être miroir. À la déformation de cette plaque, la réflexion, elle va être perturbée et on va pouvoir remonter au déplacement en la suivant avec une caméra. Je pourrais vous citer aussi la photographie de speckle. Après la projection d'un speckle sur un objet, on va pouvoir suivre son déplacement, pareil, en utilisant des caméras. Dans la famille des mesures interférométriques, on aurait l'interférométrie de Moiré, qui fonctionne par interférence au niveau d'un point de mesure, ou encore l'holographie interférométrique, qui va nous intéresser plus particulièrement, qui va consister en un mélange physique de diffraction et d'interférence. La caractérisation de sources a déjà été réalisée, et notamment au laboratoire du GOS, par l'équipe d'Alain Berry,
là dernièrement par les travaux de Patrick O'Donoghue lors de sa thèse. Et moi, l'objectif qu'on avait dans ma thèse était de proposer une approche alternative qui utiliserait l'holographie l'holographie digitale et une méthode de résolution inverse, la méthode RIF. Alors, je vais faire un court sommaire. Donc, je vais juste vous présenter au début l'holographie, la manière qu'on aurait pour reconstruire les vibrations, le traitement qu'on va utiliser derrière, donc qui va être l'identification des forts, et je vais vous montrer des applications dans différents cas, régime harmonique et transitoire, sur plusieurs types d'excitation. Le tout avant de conclure. Alors, l'holographie digitale, c'est une méthode de mesure très expérimentale. Ça se passe sur des bancs optiques. On va venir illuminer une structure. Là, vous avez plusieurs exemples avec des structures simples, des poutres, des plaques, mais après, on pourra avoir ici des dispositifs de trous noirs acoustiques ou des dispositifs de pièges à ondes, ou par exemple des membranes fines comme celle d'un tambourin. C'est une méthode plein champ, donc on va pouvoir mesurer toute la surface d'un coup, sans contact. On va utiliser des lasers, et avec une énorme densité de points qui va, elle, dépendre de la matrice de capteur de caméra. Comment ça fonctionne? En fait, on va avoir une illumination sur notre objet. Un premier principe physique qui va être la diffraction. Donc, l'objet, lui, va réémettre de la lumière dans toutes les directions. Et une partie de cette lumière-là va arriver sur la matrice de capteur de la caméra qu'on va utiliser. Et le deuxième principe, c'est l'interférence. Ça va entrer en interférence avec une onde de référence, ce qui va nous permettre d'enregistrer quelque chose qui va être lié, en tout cas, à la vibration, et notamment quand l'objet va vibrer. On va s'aider de caméras ultra rapides pour pouvoir suivre la vibration de manière dynamique. Après, pour reconstruire, on va utiliser le principe de la double propagation. Donc, entre notre objet et notre matrice de caméra, il y a une propagation optique dans un espace qu'on connaît, qu'on caractérise. On va venir refaire cette propagation à l'inverse pour reconstruire notre objet sur un espace numérique. Nous, ce qu'on enregistre sur la matrice de capteur, c'est la référence et l'objet. Donc, on va avoir une tambouille de tout ça et on va essayer, nous, d'isoler cette composante qui est liée, elle, uniquement à l'objet. Derrière, donc, on va refaire la propagation inverse au moyen d'une transformée de Fresnel. C'est une sorte de transformée de Fourier un petit peu modifiée qui va tenir compte de la distance de reconstruction qu'on va avoir. Donc là, ici, je vous représente l'équation du noyau de Fresnel. En gros, ça représente l'équation de notre espace libre de la propagation optique. Et pour pouvoir suivre tout ça donc, de manière dynamique, on va utiliser une caméra ultra rapide. Donc celle qu'on a choisie, c'était la Photon SAX2, qui a une bonne résolution au niveau spatial et temporel. Donc, par exemple, au max, on peut monter à 1024 par 1024, donc des mesures haute définition. Et puis, on peut monter à 1 million d'images secondes, donc pas spécialement la plus haute résolution, mais on va pouvoir s'adapter. Il y aura toujours un compromis à trouver entre fréquence d'échantillonnage et résolution spatiale. Plus on va monter, moins on aura de points. Mais d'un autre côté, plus on pourra observer certains phénomènes. Juste un petit mot sur le type de matrice qui est utilisée, donc de matrice de capteur, c'est une matrice CMOS. C'est-à-dire que chaque pixel va avoir une électronique qui va lui être propre, ce qui va permettre d'avoir des cadences aussi élevées, mais par contre, on va avoir des pixels qui vont être relativement larges et parfois peu remplis. Nous, ce qu'on mesure, ça va être donc des hologrammes. Donc, à la manière en fait, d'un QR code, on a de l'information enregistrée dessus, il va falloir la décoder. Et donc, pour la décoder, c'était la transformée de Fresnel que je vous ai présentée juste avant. Et après, ce qu'on a, ça va être des cartes qui vont contenir plein d'informations sur la structure. Donc, on va avoir par exemple la rugosité de surface, le relief 3D ou des informations liées au mouvement qu'on va pouvoir suivre avec notre caméra. Pour pouvoir isoler vraiment juste le déplacement, on va faire des différences, soit successives, soit par rapport à une image de référence, pour enlever toute l'information qui est statique finalement dans l'image, comme la rugosité, et on va pouvoir extraire des cartes ici de vibration. Il faudra les post-traiter pour pouvoir après obtenir notre belle carte de vibration dans le temps. Alors ici, je vais vous montrer quelques exemples d'applications. Donc là, on est en régime harmonique. Ici, vous avez des mesures au vibromètre à balayage à certaines fréquences, domaines un peu bas, moyenne et haute fréquence. Et puis là, c'est ce qu'on obtient avec l'holographie. Donc on peut voir que la reconstruction est quand même très fidèle. Et on a une résolution spatiale qui est très très grande elle aussi. Donc on va pouvoir utiliser ces mesures-là pour appliquer notre post-traitement, qui est la résolution inverse. On va chercher typiquement les sources qui ont provoqué ce déplacement ou cette vibration. Alors, pour pouvoir identifier des méthodes, des sources, on va pouvoir les identifier de trois manières, les classifier, donc pouvoir dire si elle est issue d'une force ponctuelle, surfacique, d'un moment, la localiser aussi bien dans l'espace que dans le temps, savoir où elle se trouve, et puis la quantifier, donner son niveau.
Il y a eu pas mal de méthodes qui proposent de répondre complètement ou partiellement à ce problème d'identification, dont par exemple la méthode des champs virtuels qui est utilisée au groupe d'acoustique de l'université de Sherbrooke, ou la résolution inverse qu'on va utiliser ici. Un mot sur comment ça fonctionne. En gros, c'est un principe assez simple. On connaît l'équation du mouvement de notre plaque. On a des données qui sont connues, donc les paramètres matériaux, et puis le déplacement qu'on a mesuré. Finalement, en appliquant directement les dérivés, on va pouvoir remonter à l'information de force. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Il y a un exemple à 756 Hz. C'était une fréquence qui était prise arbitrairement. Et au point d'application de la force, on va pouvoir retrouver, ici, c'est un Dirac qui excitait la plaque. Et on le retrouve au point d'application. Le problème de cette méthode, c'est qu'on va devoir utiliser des schémas de différence finie pour approximer les dérivés. Et ce schéma de différence finie, lui, il va augmenter, il va amplifier le bruit qui va être présent dans les mesures. Donc, si on se retrouve avec des mesures bruitées, on va avoir notre point de force qui va être noyé dans un bruit. Il va falloir donc régulariser le problème quand on va s'attaquer à des mesures, des vraies mesures, plus que des simulations. Alors, si on regarde un petit peu où se situe le bruit, après résolution, on va pouvoir voir qu'il est majoritairement dans les hauts nombres d'ondes. Donc, une première manière de régulariser le problème, c'est d'appliquer un filtre qui va nous permettre de garder l'information utile et d'enlever l'information qui va être inutile. Donc, c'est la méthode RIF, par filtrage et fenêtrage. Et en appliquant cette régularisation, on sélectionne nous-mêmes la fréquence de coupure. On va pouvoir isoler l'information de force. Ça va être plus étalé que le Dirac tout fin qu'on avait avant, mais on va pouvoir retrouver et la quantifier également. Une autre manière de régulariser, c'est quelque chose qui a été fait plus récemment au laboratoire du Mans. C'est d'utiliser des approches probabilistes pour pouvoir adapter nos schémas de différence finie et retrouver donc notre point d'application. Par rapport à la méthode de régularisation que je vous ai présentée juste avant, où il fallait manuellement donner la fréquence de coupure de notre filtre, ici, cette méthode-là va pouvoir être régularisée automatiquement, ce qui va être pratique dans la suite. Je vais vous montrer. Alors, les applications, je vais vous montrer quelques-unes. Donc, en régime harmonique, dans un premier temps, donc on avait une plaque, on a amorti les bords pour éviter les effets de résonance. Elle est encastrée sur sa base. On va mesurer ici une surface qui fait à peu près 15 par 15 cm, qui contient la source. Et on va essayer de faire une résolution inverse à 4 fréquences qui ont été prises arbitrairement, pareil, en dehors des fréquences de résonance, 746, 2000, 3480 et 6000. Alors, je vais vous montrer donc les résultats. En haut à gauche, vous avez le déplacement qu'on mesure, la valeur absolue de ce déplacement. Là, vous avez les résultats pour la régularisation par filtrage et fenêtrage, et en dessous, par la régulation avec les approches probabilistes bayésiennes. Ce qu'on peut observer, c'est que le point de force est toujours retrouvé au point où on l'attend. Et on peut aussi observer des lobes, par exemple, sur les résolutions, qu'on interprète, nous, comme des moments d'application, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose au niveau de l'application de notre force. Pareil, on observe des petites perturbations, mais ça, c'est plus dû à la mesure que à la résolution en elle-même. Alors, quand on intègre autour de ces points d'application, on peut quantifier notre force, et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, sur les deux méthodes de régularisation, je vous présente là en bleu des résultats qui sont issus de résultats vibromètre à balayage, et la même chose en jaune et en violet sur les mesures holographiques, et on peut voir que on a une bonne homogénéité entre toutes les méthodes de régulation, excepté certaines fréquences pour les régularisations probabilistes bayésiennes sur l'holographie, mais plus dû finalement aux perturbations que vous pouvez voir juste avant. Et alors, en conclusion, on peut quand même montrer que la méthode fonctionne sur les mesures qu'on cherche. On a une meilleure résolution spatiale avec la régularisation par filtrage et fenêtrage. Mais dans l'ensemble, tout fonctionne. Ça, je vais passer là-dessus. Alors, on ne s'arrête pas aux mesures harmoniques. Le but d'utiliser des mesures plein champ, c'est d'avoir des mesures en régime transitoire. Donc, là, ici, on va observer une mesure de choc. Donc, s'il se lance un jour, oui. On n'aura pas le choc. Tant pis.
Bref, bon, bah, normalement, il y aurait eu un choc qui serait arrivé sur la plaque et puis ça aurait été super beau. Bref, et donc pour pouvoir faire du coup de la résolution en régime temporel, on va un peu tricher, on va faire une transformée de Fourier sur notre signal temporel. Ça reviendrait aussi à faire une transformée de Fourier sur notre équation du mouvement. Et on va résoudre à chaque fréquence notre problème inverse avant de refaire une transformée de Fourier inverse, comme on aura de la résolution en amplitude et en phase pour pouvoir réobtenir notre signal temporel. On va utiliser la même plaque que celle qu'on avait utilisée avant. On aura juste ici comme élément de comparaison un capteur de force qui va être dans la tête du marteau d'impact. On va faire notre enregistrement à 40 kHz, donc on va pouvoir avoir toute la plage audible qui va être disponible à une résolution de 512 par 512, donc quand même assez haute. On utilise aussi la résolution probabiliste pour pouvoir automatiquement régulariser à chaque fréquence. Et on a par rapport à le résultat du capteur de force, on arrive à construire correctement notre signal. On aura pu aussi le quantifier. Vous pouvez voir qu'on retrouve à peu près le même niveau que celui qu'on espérait. Maintenant, on va ajouter une nouvelle complexité. Ça va être d'étudier une source qui va, elle, bouger dans l'espace et émettre à plusieurs instants. Typiquement, celle d'une bille qui va venir rouler sur une plaque. Donc, on a installé notre setup à l'horizontale et on va faire rouler une bille. Il y a un déclenchement laser qui va nous permettre de trigger tous nos instruments. Et notamment une caméra de surveillance où on va pouvoir voir sur le dessus de la plaque la bille qui roule. Donc là, je vais vous présenter les résultats. À gauche, vous avez les images de la caméra de surveillance et à droite, le résultat de l'identification d'effort sur la zone que l'on a mesurée, donc qui fait toujours à peu près 15 par 15. J'espère qu'elle va se lancer, celle-ci. Non plus. Bon. Il n'y a pas moyen d'avoir... Ouais. C'est critique, là. T'as tout cassé. Mais non, c'est trop de la merde, ton truc. Le VGA, c'est bien. Tu peux nous le présenter en rose ou pas? Bah, en rose, ça vous va? Vas-y, arrête. On va faire avec. Ne bouge plus. Ouais. Donc, à gauche, on peut voir la bille qui arrive. Et ici, à droite, donc, on va suivre l'évolution des pics de force. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque instant, on va venir actualiser notre carte. Et ce qu'on peut observer, donc, c'est le déplacement de notre pic. Un truc intéressant, c'est que on s'en est rendu compte après, c'est qu'un pic est plus élevé. Et notamment, c'est au moment du passage de la bille sur une petite surface. Donc, on imagine, en tout cas, ce qui a pu se passer, c'est un petit rebond sur cette espèce de fissure. Ça nous donnerait éventuellement des perspectives pour d'autres applications comme du contrôle non destructif ou des choses comme ça. On a pu même identifier, au moins localiser, un défaut de surface sur cette plaque. Rapidement, maintenant, je vais conclure. Voilà. Alors, sur la partie identification de force, on a pu avoir une reconstruction plutôt fidèle à ce qu'on s'attendait, que ce soit en régime harmonique ou transitoire. On a pu, donc, en régime harmonique, valider notre approche avec des mesures au laser, au vibromètre à balayage, et puis observer et quantifier des moments. Donc, c'est des espèces de lobes qu'on voyait. À côté, dans le régime transitoire, on a pu reconstruire plusieurs types de sources, soit une source ponctuelle qui est le marteau de force, ou permettre le suivi en aveugle de sources qui bougent, donc celle de la bille par exemple. On a pu publier sur ces travaux, que vous pourrez retrouver ici dans la rubrique, enfin dans la revue MSSP. Et juste quelques perspectives à ça. On utilise la régulation bayésienne, mais elle est adaptée à des bruits, typiquement des bruits blancs, des bruits gaussiens, ce qui n'est pas forcément le cas du bruit qu'on a dans les mesures holographiques. Donc, on pourrait adapter cette régularisation et puis tester toutes ces approches sur des nouvelles sources et à des structures plus complexes, comme par exemple les trous noirs acoustiques. Et ça, c'est le sujet de mon postdoc que je fais ici. On va venir utiliser la résolution inverse pour pouvoir
observer de nouvelles choses dans ces structures-là. Éventuellement, appliquer ces premiers résultats à du contrôle non destructif, comme ça peut être le cas, par exemple, pour identifier des défauts de surface. Et juste sur l'holographie, deux, trois trucs. C'est une méthode qui est relativement lourde à utiliser. On aimerait bien faire de l'implémentation GPU pour pouvoir traiter les hologrammes plus vite ou faire des dispositifs plus portables parce qu'on est surtout sur des grosses tables optiques. Alors juste un dernier truc, alors ça va pas se lancer pour le coup, mais ça c'était un peu une preuve de concept avec le laboratoire, le muséum d'histoire naturelle de Paris. On a pu faire des mesures sur des animaux vivants, des grenouilles. Il y a une thèse qui va démarrer avec ça. Donc, en gros, on a exposé la grenouille à un sinus. Et puis là, vous avez son tympan. Et à côté, vous avez sa cage thoracique. Et on a pu voir qu'elle ne perçoit pas spécialement les sons qu'avec son tympan, mais qu'au moins, elle ressent les vibrations à travers sa cage thoracique. On avait deux types de grenouilles. On a pu mesurer directement la vibration sur les grenouilles avec l'holographie. Donc, c'était plutôt rigolo. Voilà. Et désolé si c'était un peu long, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.